pense que c'est un super pouvoir assez fréquent, mais j'aimerais bien pouvoir me téléporter, étant donné que je travaille dans toute la France, voire même un petit peu dans d'autres pays. Les temps de transport, les temps d'orgas, etc. J'aimerais vraiment... Alors, j'ai commencé un peu à me dupliquer en recrutant au sein de l'équipe Talent Catcher, mais j'aimerais vraiment me téléporter. Le petit conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est justement d'oser et souvent, justement, être à l'initiative de se dire moi-même, je vais déjà essayer d'être plus visible, je vais essayer de créer du contenu, je vais essayer justement de rentrer dans cette démarche d'inbound. Généralement, ça impulse justement ce sentiment d'employé de Vocacy dans les entreprises parce que les collaborateurs qui voient un type de poste, je sais pas, sur le quotidien du recruteur ou sur un event, il va se dire « Ah ouais, en fait, je pourrais faire pareil ». Et ça peut être, en tant que recruteur, clairement, on a la main là-dessus. On peut justement impulser ce type de démarche et ensuite, on en récolte les fruits qui sont juste énormes. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job ? Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Je vais pas la refaire à chaque fois, Jérémy. Non, généralement, j'ai il décidé me que demande. toute la saison, j'allais te dire, mais où est-elle ? C'est peut-être Charlène qui va nous donner une réponse, parce qu'effectivement, on est avec Charlène aujourd'hui. Emery, salut Charlène, bienvenue. Bienvenue. Bonjour Charlène. Merci. On est ravis de te recevoir. Charlène, tu es présidente et fondatrice de Talent Catcher. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette entreprise ? Combien vous êtes ? Quel est un petit peu l'avenir ? Ce que vous faites, Talent pour ceux qui Catcher. ne savent pas, etc. Voilà. etc. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Talent Catcher, c'est une entreprise récente puisque je l'ai fondée il y a 1 an et demi. Oula, Avec, un bébé. ouais, effectivement, avec une ambition, c'est d'aller redonner le sourire aux recruteurs qui sont souvent un petit peu défaitistes parce qu'ils n'ont plus de solutions pour attirer les nouvelles générations, pour attirer les talents. Et nous, notre principe, c'est de se dire, on peut, évidemment, il y a encore de nouvelles solutions pour attirer sans chasser, sans forcément aller auprès des candidats, mais plutôt en étant visible. D'accord. Donc Talent Catcher, c'est une entreprise où on forme les recruteurs justement à ces nouvelles méthodes, ce qu'on appelle l'inbound recrutement. Également, on accompagne les entreprises à créer des communautés d'ambassadeurs et à les animer. Et on est actuellement 4 chez Talent Catcher. Donc par Super. exemple, sur LinkedIn, une communauté d'ambassadeurs désignée par l'entreprise, sur laquelle en fait tu vas pouvoir générer du contenu, les aider à le mettre en place, leur dire quoi faire, quoi dire, etc. Exactement, sauf qu'ils ne sont pas désignés, donc on part du principe du volontariat. C'est trop fort, Charlotte. Effectivement, Je suis allé trop loin, pardonnez-moi. c'est important, c'est important. Non, mais c'est vrai, ça fait C'est du volontariat. Ouais, il faut vraiment que ça émane de la volonté du collaborateur, qu'il soit fier de son entreprise, qu'il a envie de prendre la parole, Ça de marche s'engager. Et c'est toi qui prends le recruteur par la main pour organiser tout ça et animer tout ça. Exactement, Rien à c'est faire. ça. Ouais. Ok. Équipe recrutement ou marketing, et dans l'idéal, les deux en fait. Tu leur fais suivre aussi les plannings, j'imagine, parce que du coup, quand on est dans son quotidien en tant que recruteur, on n'a pas forcément le temps de se dire « Ah tiens, je dois poster aujourd'hui, je dois mettre tel contenu, etc. » Bien sûr. Ça fait aussi partie du job. Exactement, autant les aider sur la définition de leur persona, évidemment, de savoir à qui ils s'adressent, la création des calendriers édito, les aider day to day dans la rédaction des posts, Super. le community management, et pareil sur les ambassadeurs. Ok, on Est-ce que en a tu besoin, nous. Ouais, on en a besoin aussi. Est-ce que tu te sers quand même, j'avais posé une question sur ça, sur la marque employeur, est-ce que tu te sers et t'infuses la marque employeur pour réécrire tes posts? J'imagine que oui, ça c'est une question un peu bête, mais est-ce que tu réécris aussi les annonces emploi ou est-ce que tu vas pas du tout toucher à la matière brute du client? Toi, tu la mets en lumière via les posts. Si Je sais pas si ma question est claire. Si, c'est très clair, on retouche, Elle est évidemment. longue, mais elle est claire. Je l'ai comprise, c'est ok. Je te remercie. Si on retouche quand même, en fait, même dans la formation, vu qu'on aide les recruteurs à être un petit peu plus éloquents, percutants dans leur communication, quand on voit les bases du copywriting pour des posts LinkedIn, évidemment, on l'applique aussi à leurs annonces. Donc généralement, on prend 1, 2, 3 annonces en cours ou des annonces récurrentes que l'on va pimper avec eux. Le but étant de les faire passer à l'action avec nous, qu'ils comprennent la démarche et qu'en fait, à chaque fois qu'ils rédigent une nouvelle annonce, eh bien, ils essaient de la rendre un peu plus fun. Ouais, tu donnes des tips en fait, qui aident sur vraiment le contenu et la manière de se rendre plus visible pour une entreprise. En fait, ce que tu faisais avant, parce que c'est ça ton passé. Exactement, c'est ça. Et pourquoi alors monter ta boîte? Parce que du coup, tu aurais pu très bien t'épanouir sur cette partie-là. Voilà, donc je sais pas si tu peux nous en dire quelque chose. Bien sûr, non, mais ça a été le cas. J'ai été 6 ans au sein d'une banque en région. Et ça va
et je m'en suis sortie. Non, et ça a été une réflexion quand même de passer à l'action. J'étais dans une entreprise où tout allait bien, j'avais un super poste, une direction qui me faisait confiance aussi pour tester tout ça, parce que j'allais beaucoup puiser dans des méthodes issues du marketing, souvent outre-Atlantique, donc c'était des méthodes un peu novatrices pour la période, et j'ai eu une super direction qui me faisait confiance, qui m'a peut-être aussi donné les ailes nécessaires à me dire ok, bah en fait, Next Tape, je vais le faire avec un max d'entreprises, je vais les aider, et je vais créer Talent Catcher. Bon bah trop bien, nous on adore en tout cas. Charlène, une première question pour commencer en douceur. Quel est le talent ou la compétence que tu aimerais posséder, même si c'est quelque chose d'inhabituel ou d'un petit peu surprenant? Pas de tabou ici. Ok. Bah, je pense que c'est un super pouvoir assez fréquent, mais j'aimerais bien pouvoir me téléporter, étant donné que je travaille dans toute la France, voire même un petit peu dans d'autres pays. Les temps de transport, les temps d'orga, etc. J'aimerais vraiment... Alors j'ai commencé un peu à me dupliquer en recrutant au sein de l'équipe Talent Catcher, mais j'aimerais vraiment me téléporter. Ouais, très bien. C'est vrai, on perd pas mal de temps. Et même pour l'environnement. Et pour le coup, c'est vrai, on fait ça une pierre, viendra, une pierre de coups. Charlène, on va te poser une question qui est générée automatiquement. Jérémy va te donner plus de détails, qui va apparaître sur l'écran, qu'on va te lire, à laquelle tu devras répondre. Évidemment, je le rappelle, tu ne connais pas la question, et c'est ça tout l'intérêt de l'émission. Tout à fait, Thibaut. Donc sur ce petit écran, Charlène, tu vas voir une question apparaître. La question est la suivante. Comment Talent Catcher identifie-t-elle les facteurs clés qui contribuent à la rétention des talents dans le domaine du marketing, et comment utilisez-vous ces informations pour aider vos clients? Je pense que le plus important, c'est l'authenticité. On a vu, notamment au début des campagnes marque employeur, il y a une dizaine d'années, beaucoup de bullshit, où on essayait de se donner une image qui reflétait pas forcément... Merci, Thibaut. qui reflétait pas forcément ce qu'on était en interne, et ça a créé beaucoup de frustration, beaucoup de départs, parce qu'on pensait rejoindre une boîte pour certaines valeurs, pour certains principes, et quand on arrivait, c'était plus tout à fait ce qui nous était proposé. Donc je pense que l'authenticité, certaines entreprises l'ont compris, celles qui l'ont compris s'en sortent très bien, parce qu'effectivement, on a attiré pour les bonnes raisons, et aussi, je le dis toujours, une offre, une entreprise, elle doit autant attirer que repousser, on peut pas plaire à tout le monde, notamment, je sais pas si vous êtes remote, ce qui est le cas de Talent Catcher, effectivement, des personnes qui ont besoin d'aller au bureau, d'avoir un bureau physique, ils sont pas attirés, et tu vas c'est t'en ok. priver, c'est sûr. Exactement. Et je pense que c'est important d'être clair avec ça, donc l'authenticité, c'est certain. Et puis ensuite, effectivement, faire confiance. L'employé advocacy, donc le fait de faire appel à ses collaborateurs pour nous aider à porter la marque employeur, ça en fait partie. C'est aussi un facteur de rétention. Souvent, quand je lance des communautés d'ambassadeurs, les clients me disent non mais on va rendre nos collaborateurs encore plus visibles, ils vont être encore plus visibles sur LinkedIn, c'est horrible, ils vont se faire chasser. Mais en fait non, pas du tout. Ah, t'as vraiment ce genre de... Ouais, c'est vraiment c'est pas étonnant. une douleur qui revient souvent, en tout cas quelque chose qui nous est évoqué. Ouais. Pourtant dans les faits, toutes les communautés que l'on lance, que ce soit avec tu Talent soutiens la Catcher ou marque, pas, donc exactement. t'as pas de raison d'être plus chassé que les autres. Tout à fait. Et puis, vu qu'on est sur un public, encore une fois, volontaire, donc ceux qui se portent candidats à l'ambassadeurat, justement, c'est qu'ils sont fiers de travailler pour leur entreprise et qui ne songent pas forcément Et à donc, la du coup, quitter. c'est nouveau, tu penses, c'est une question écartée, mais Oui. tu penses que c'est nouveau le fait de soutenir sa boîte? Je pense que c'est en train d'éclore. Notamment d'un point de vue plus digital, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on le fait naturellement. Si on est fier de travailler pour une entreprise, on en parle à son réseau proche généralement, d'où la cooptation, etc. Et en fait, la viralité des réseaux sociaux nous permet aujourd'hui de le faire à plus grande échelle. Reste encore un frein dans certaines entreprises, justement, où les collaborateurs ont peur de faire des écarts. Donc il y a quand même justement des lignes directrices à se définir du point de vue de la direction, de se dire est-ce qu'on est prêt à y aller et est-ce qu'on donne le feu vert à nos collaborateurs. Imagine, Charlène, que tu vas donner des conseils à un candidat pour cartonner lors d'un entretien d'embauche, et il nous faudrait 3 conseils hyper spontanés, authentiques. Ok. Premier conseil, il va sembler basique, mais c'est de se renseigner sur l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises donnent plein d'infos sur Internet, et moi, je leur conseille toujours de se Donc, sur le renseigner. site carrière de l'entreprise. Exactement, mais ça passe aussi par les collaborateurs, d'aller voir Et les justement... petites boîtes qui n'ont pas de site carrière, ils se renseignent où? Ils se renseignent sur Internet, tu vois, un article, même dans la presse, etc. En fait, toutes les infos qui sont disponibles, je conseille aux candidats d'aller les chercher pour 2 raisons. Déjà, face aux recruteurs, ça montre que tu t'intéresses à l'entreprise, que tu t'es renseigné, et surtout, ça te permet de profiter du temps
temps de l'entretien qui est souvent limité, tu as 30 minutes, 40 minutes, 1 heure pour aller chercher d'autres infos en fait. Parce que ce que tu peux trouver sur Internet, ça n'a pas trop de sens de le demander au recruteur. Au contraire, si tu peux te focaliser sur le contexte de la mission, sur pourquoi il y a ce besoin, quels vont être les attendus, et ça, il n'y a que le recruteur en face de toi qui va pouvoir te le dire. Donc effectivement, pour être sûr de faire le bon choix aussi, se renseigner, ce qui te permet de libérer du temps le jour J pour poser des questions un petit peu différentes. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est aussi sur la préparation finalement. Donc je pense que c'est important de bien préparer son entretien, mais c'est plutôt sur la connaissance de soi. Je pense que c'est important d'avoir limite fait des petits tests de personnalité avant, en tout cas de bien se connaître, quels sont nos points forts, nos points faibles, pour au moins être déstabilisé aussi tu recommandes même des petits tests de personnalité pour les candidats, pourquoi pas. Et souvent, en fait, même dans les écoles, moi j'accompagne plusieurs écoles où les étudiants en passent durant leur cursus, ou de plus en plus, si tu fais... plus tôt d'ailleurs. Exactement, de plus en plus tôt. Et si tu fais 1-2 process de recrutement dans des grosses boîtes, tu as de fortes chances d'en avoir passé un. Ouais, un peu sur du profil com pour un peu savoir où est-ce que tu es, dans quel... Tôt, collège. Aujourd'hui, tu le fais au collège. Pour comprendre un peu, pas ta case, mais finalement, quels sont tes atouts. Mais apprendre à te connaître, et je pense que ça fait partie de ton conseil, mais pour pouvoir mieux évoluer, pour pouvoir essayer de t'améliorer, ou alors au contraire de foncer sur tes qualités, etc. Complètement. Donc, essayer de plaire à tout le monde, là, encore une fois. C'est hyper rassurant pour l'entreprise, enfin pour le recruteur, qui du coup voit aussi que tu as conscience de tes forces, de tes faiblesses, aussi de ce que tu peux mettre en place. Et là aussi, ça t'aide à faire le bon choix finalement, de te dire, ok, donc je me connais bien, voici ce qu'il me propose, voici les attendus, est-ce que finalement ça va matcher ou pas? Ouais, bien sûr. Et le troisième petit conseil, alors ça c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus, et pourtant je peux vous dire que tous les recruteurs qui reçoivent ça sont hyper contents, c'est le petit message de remerciement. Et ça peut clairement faire toute la différence. C'était très fréquent il y a quelques années, aujourd'hui on n'en voit quasiment plus, et pourtant ça fait la différence. Et que vous ayez envie d'aller dans cette boîte ou pas, vous laissez une bonne image de vous au recruteur qui peut en plus changer d'entreprise. Donc ça c'est vraiment... Nous on est d'une génération où il fallait absolument lettre de motivation, remerciement. Et aujourd'hui, regarde, on reçoit des CV, ces messages-là, pardon, je le refais aujourd'hui, on reçoit ces messages-là après des entretiens. C'est vrai que souvent, tiens, c'est bien, ça fait bonne impression. Tu as raison. Tu as raison de le souligner. Alors, Charlène, la Patate History, on aimerait que tu puisses nous raconter une anecdote sympa que tu as vécue dans ton parcours en tant que RH. Donc peut-être avant Talent Catcher, ou même maintenant en accompagnant les entreprises, mais en tout cas une anecdote sympa. Tant mieux si elle est un petit peu fun. J'allais dire craquante, des trucs sur le marché, non, rien à voir. Non, mais vraiment l'anecdote que tu souhaites. Celle qui me vient en tête, mais je sais pas si c'est fun, donc on aura le droit de renouveler. Non, mais ça va. Non, mais c'est on la passera pas, sur pourquoi je suis devenue RH en fait. Laisse tomber, non. Promis, il y a une vraie histoire. Et en fait, je sais que je veux devenir RH depuis que j'ai 14 ans. Donc déjà, là, c'est un truc fun parce que... Pourquoi 14 ? Ouais, ça s'est fait comme ça. Ma maman s'est fait licencier, donc jusque-là, c'est pas fun, vous allez me dire. Et donc, dans une petite boîte, elle n'était pas forcément accompagnée. Je l'ai aidée, en fait, à trouver... Exactement. Et on allait à l'époque, je sais pas si c'est encore le nom, mais des CIO, enfin des centres d'information. J'ai cherché sur Internet des formations, etc. Et je me suis dit, mais en fait, si c'est bien fait, ça peut être vraiment top. C'était un moment de sa carrière. Elle avait passé 30 ans dans une entreprise, de rebondir, en fait. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au métier RH. Et c'est là où l'anecdote arrive. C'est que mon premier poste au sein de la Banque Populaire, après mon master, et bien en fait, on était dans une période de fusion de 3 banques et j'ai été intégrée comme chargée de repositionnement. En fait, je devais aider les collaborateurs à se repositionner en interne, en externe, à trouver une formation. T'as déjà bouclé la boucle finalement. Exactement. C'est magnifique. Mais je croyais que tu allais me dire j'ai embauché ma mère. Bon, écoute, ça aurait pu être, mais la prochaine. Non, mais c'est vrai, du coup, la boucle est bouclée. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de destin sans rien en fait. C'est que les choses, quand elles doivent se faire, elles se font. Exact, parce que je connaissais aucun RH avant ça, donc sans doute sans cette épreuve qui était triste sur le moment, et en fait j'aurais pas fini RH et j'aurais peut-être pas créé Talent Catcher. C'est toujours comme ça. Mais écoute, ta maman peut être fière de toi. La patate minute. Charlène, c'est le moment où du coup tu peux t'exprimer librement, c'est la fameuse carte blanche, tu peux t'exprimer librement soit sur ta boîte, soit sur l'écosystème RH, soit sur n'importe quel autre sujet que tu souhaites.
et qui te semble du coup intéressant pour l'écosystème RH Ça et peut sortir ceux qui du nous spectre, écoutent. hein. Ouais. Ok. C'est vraiment une carte Ah ouais, blanche, clairement. ta vie sur LinkedIn, je sais pas. Peut-être. Moi, je vais essayer de donner un conseil quand même. Je sais que Patati Patata est très très regardé des RH. Oui. Donc, le petit conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est justement d'oser et souvent justement être à l'initiative de se dire moi-même, je vais déjà essayer d'être plus visible, je vais essayer de créer du contenu, je vais essayer justement de rentrer dans cette démarche d'inbound. Ça peut avoir que des effets bénéfiques. Bon, déjà en tant que recruteur, effectivement, il y a une communauté de candidats qui nous suit, elle ne peut que grandir et puis ça, généralement, ça impulse justement ce sentiment d'employé de Vocacy dans les entreprises parce que les collaborateurs qui voient un type de poste, je sais pas, sur le quotidien du recruteur ou sur un event, et il va se dire ah ouais, en fait je pourrais faire pareil. Et ça peut être, enfin en tant que recruteur, clairement on a la main là-dessus. On peut justement impulser ce type de démarche et ensuite on en récolte les fruits qui sont juste énormes. Et donc voilà. Donc moi juste aujourd'hui j'ai envie de leur dire allez-y, osez. Il y en a de plus en plus qui le font, qui envoient les fruits dès les premières publications et ça ne pourra ensuite que entraîner davantage de collaborateurs à le faire au sein de votre entreprise. Tu dois avoir souvent la question, mais plutôt sur des profils cadres ou non cadres, du coup, tes services? Honnêtement, comme je De le plus dis... en plus de non cadres hein, sur LinkedIn. Exactement. On le voit, de toute façon, les écoles, même en bac pro, en bac techno, ils poussent les étudiants à avoir des comptes LinkedIn. Donc, on l'a vu aussi avec un plombier qui a littéralement explosé en quelques mois sur LinkedIn. Donc, c'est de plus en plus, je dirais, une représentation de toute la population. Il y a 80% des actifs en France qui sont sur LinkedIn. Néanmoins, il y a de toute façon, avant de se lancer dans une stratégie de marketing RH, il y a le passage obligatoire de la définition des personas. Et effectivement, moi je suis... Tiens à ça. Ouais, effectivement, Bien. parce que Non, pour mais une entreprise, être présente sur TikTok, si sa cible n'y est pas, mettre du budget sur LinkedIn, si sa cible est On va ailleurs, pas te ça n'a dire aucun le sens. contraire. Voilà, exactement. Donc effectivement, étape importante. Et pour répondre à ta question, majoritairement avec LinkedIn, normalement on ne fait pas de sans faute parce qu'il y a une majorité de la population qui y est, mais il y a toujours des petites exceptions pour accompagner des Et tu médecins proposes notamment. peut-être une suite d'employés advocacy sur d'autres réseaux pour imaginer, je sais pas moi, des recruteurs sur leur TikTok, etc. Mais non? Pour le moment, je m'adapte justement aux besoins de mes clients. Avec certains, on commence à aller sur ce type de réseau où effectivement, sur du médical, c'est encore les groupes Facebook par exemple. Donc Pourquoi pas, effectivement, hein. la strat est C'est adaptée. intéressant. Mm. Ok, super. Merci beaucoup Charlène, merci d'être venue nous voir. On a tout compris. Au-delà de tes posts qui sont très intéressants, là, Très on a inspirant. pu rentrer un peu dans ta matière, un peu dans ton contenu, ce que tu fais, ce que tu livres en fait pour le compte des entreprises. C'est vrai que parfois sur LinkedIn on lit des posts, on trouve ça intéressant, mais on se dit mais qu'est-ce que fait cette personne au final, on sait pas trop. Là tu nous as vraiment éclairé. Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir depuis Lyon. Avec plaisir. Merci à tous les deux. Il a placé Lyon quand même. Hein. J'adore Lyon. Bon, c'est parce que tu me disais qu'on y allait. Merci Charlène. Avec plaisir. Merci.